Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans ce 24e épisode de Sensoscopie avec l'intelligence sensorielle d'Émilie Félix, un parcours aux 1000 saveurs, aux 1000 couleurs qui va nous emmener de l'Aubrac à la Bourgogne, en passant par le Japon, l'Inde, l'Amérique du Sud, jusqu'à un dojo culinaire où se pratique un art du vivant, du goût conscient, une transmission culturelle essentielle pour cultiver une belle énergie. Voici donc un épisode délicieux et je laisse sans plus attendre mon invité se présenter. Je suis Émilie Félix, je suis chef de cuisine et chercheuse en médecine de l'Antiquité. Je forme des chefs aujourd'hui dans mon atelier culinaire qui s'appelle Wayo et également je fais de la recherche et développement. Je crée des plats, des boissons, des desserts pour plein de gens, pour des enfants, pour des personnes âgées, pour des malades, pour l'adulte au travail et pour mes clients. Waouh, un grand monde. Avant qu'on développe un peu plus loin cet univers que tu as posé en 2 phrases, je t'ai demandé d'amener une photo de toi. Oui, voilà, elle est ici. Waouh. Rien que de la regarder, c'est déjà encore un monde. Ouais. Tu peux me la décrire ? Alors, on voit une petite fille souriante qui a la main dans la bouche. Déjà. Voilà, c'est ça. 2 couettes assises dans le canapé chez ses parents. Voilà, quel âge elle peut avoir à cette époque. Tu t'en souviens de ce jour-là, particulièrement, ou de la couleur du canapé ou de... Oui, le canapé, je m'en souviens, il était très confortable. Et quand mes parents s'en sont séparés, et ben moi j'étais très triste parce que il était tout défoncé, mais il y avait beaucoup de souvenirs dans ce canapé. J'ai des photos de mon père avec sa guitare dans ce canapé, voilà, photos de ma grand-mère aussi. Et donc, bien écoute, j'ai l'air fort heureuse là. Je sais pas, peut-être qu'il y a la promesse d'un gâteau qui arrive. Je pense que c'était ça qui me mettait le plus en joie de toute manière. Ah ouais, c'était quand même déjà le goût, la saveur, enfin les sensations de l'époque. Oui. On est déjà sur le gustatif. Moi, je me souviens des meilleurs moments de mon enfance, c'était quand mes parents décidaient d'inviter à la maison. Alors, je m'en faisais une fête, je savais qu'il y avait dans 2 semaines, il y avait des invités. Dans 3 semaines, il y avait des invités. À cet âge-là, déjà? Ah oui, j'adorais ça. Je savais que, déjà, mes parents allaient s'affairer en cuisine, qu'ils allaient faire le marché, acheter des bons produits, parce qu'ils étaient très généreux. À chaque fois qu'on recevait, on recevait vraiment divinement. Voilà, Et puis, il y avait de la joie, il y avait du partage. J'avais très envie que ça se transforme, c'est-à-dire que si c'était un repas du déjeuner, que en fait les gens restent tard et qu'on dise bon bah vous n'allez pas repartir avec le ventre vide, même si on avait passé la journée à manger, on a bien une omelette. Et alors là voilà, ce que je me souviens, c'est quand ça se prolongeait encore et que ça s'arrêtait pas, c'était formidable. Et toi, du coup, petite, tu regardais ce monde d'adultes. Ouais. Il y avait d'autres enfants avec toi ? J'étais la première enfant de la famille, en fait. De tous mes cousins et cousines, j'ai vraiment été la première. Donc je me souviens souvent de moments où j'étais la seule et qu'il y avait des bébés. En fait, il y avait beaucoup de bébés, mais en tant qu'enfant qui avait un peu droit d'être à la table des adultes, et même d'ailleurs dans la transmission que j'ai eue avec ma grand-mère, j'étais la seule finalement qui était proche d'elle avec suffisamment d'âge pour pouvoir participer
à cette vie-là. Et est-ce que tu participais à l'élaboration et que déjà tu étais sur un petit tabouret dans la cuisine accroché à ces basques en train de dire je veux faire. Alors, c'est rigolo que tu dises ça parce qu'en fait, j'étais même la seule autorisée à rentrer dans la cuisine chez ma grand-mère parce que c'était son univers. Elle était coiffeuse chez Alexandre et puis elle avait quitté son travail pour élever ses 4 enfants avec mon grand-père qui était toujours sur les routes. Donc il fallait quelqu'un. Et donc, elle avait ses recettes cachées, dont on n'a d'ailleurs aucun souvenir, puisqu'elle n'a rien écrit, elle avait tout dans la tête, et elle a disparu avec ses recettes. En revanche, moi, je pouvais être assise, elle avait une petite tablette qu'elle tirait comme ça, avec une chaise en formica, et j'étais assise, et elle cuisinait, et elle me faisait goûter. Voilà, donc je me souviens de ça. Si tu veux, c'est le début du goût pour moi, parce qu'en fait, quand je nais, ma maman travaille et donc elle me confie à ma grand-mère plutôt qu'à une crèche ou à une nounou. Finalement, ça sera assez court. C'est sa mère ? Non, c'est la mère de mon père, voilà. Et finalement, elle sera malade, elle ne pourra pas me garder longtemps. Et donc, mais en revanche, je vais retourner pendant les vacances. Elle va me garder pendant les vacances, pendant de longues périodes. Et donc, je vais la voir, je vais l'observer, tout faire elle-même et régaler sa famille. Donc, si tu veux me faire goûter toutes les étapes, c'est quelque chose qui va forger mon goût, en fait. Et je vais d'ailleurs le reproduire quand je vais transmettre à mon tour à ma fille cette éducation au goût, de faire attention à lui faire sentir les ingrédients quand on va au marché, de lui faire sentir les épices. Après, ça t'a plu tout de suite. Oui, ça m'a plu tout de suite. C'est-à-dire que t'es pas, tout enfant monte pas sur la table en formica pour vouloir mettre les mains dans la farine avec la grand-mère. Non, parce que j'étais gourmande. Ça a d'ailleurs été un sujet de préoccupation à un moment, parce que je l'étais trop, si tu veux. C'est-à-dire que moi, il y avait que ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que je ne pouvais parler que de ça. Dès que j'avais une bonne note à l'école, on me disait « Émilie, alors bon, tu as les félicitations de tes professeurs, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Moi, je disais « Aller au restaurant. » Quand on allait au restaurant, il fallait que je prenne le repas le plus long. C'est-à-dire que j'avais 6 ans, 7 ans, il fallait que je me fasse 3, 4, 5 services. Et quand je te dis tout à l'heure que j'étais contente quand les gens ne partaient pas et qu'ils restaient parce qu'on enchaînait sur le dîner, en fait, pour moi, c'était des souvenirs heureux. L'autre jour, j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait « Moi, je viens des États-Unis et quand je suis arrivée en France, j'ai eu un choc. » Parce que j'ai été en immersion dans la famille de mon père. Elle me disait, et ces repas à rallonge, où en fait ça durait 6 heures, mais c'était une torture. Et moi je l'écoutais en me disant, mais attends, mais moi je voulais que ça s'arrête jamais. Et le truc, tu vois, les repas de Noël, ça commençait à 20h et ça finissait à 5h du matin, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas le citrate de méthaïne, tu vois. On faisait pas la balade nocturne. Non, enfin, on enchaînait ça et j'ai jamais vécu ça comme quelque chose de douloureux. C'était la grande bouffe. Mais c'était l'orgie quand même. Mais c'était l'orgie. On est d'accord. Il y avait le trou normand qui nous soulageait. Le festin de Babette. Ouais. Heureusement, le trou normand était là, si tu veux. Sans lui, ça se serait mal terminé. Après, t'as le trou vaudois. Chaque région a sa capacité à pouvoir accélérer la digestion. Tout à fait. Non, mais ce qui est passionnant en t'écoutant, c'est que cette petite fille qui est complètement passionnée par ça et qui suit ça, est-ce qu'à un moment donné, elle envisage autre chose que ça, ou comment ça se passe ton évolution ? En fait, au début, même pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pas réalisé à quel point c'était quelque chose dans lequel je pouvais travailler, en faire ma vie professionnelle. Non, il y a un autre sujet qui, moi, me passionnait beaucoup. C'était dans l'art de faire, mais c'était pas dans l'art de faire culinaire, c'était l'art de faire textile. Et en fait, j'étais passionnée par la mode. Ah. Donc, je dessinais beaucoup, je m'intéressais au tissu et je voulais devenir couturière. Et en fait, toute ma carrière, je vais essayer, alors parce que ça fait un peu peur à mes parents, ils me disent, tu sais, ces métiers d'artisanat, c'est très dur. Monter son atelier de couture, je voulais devenir une grande couturière, tu vois, je regardais Christian Lacroix, moi, mes inspirations, c'était Christian Dior, j'étais fan de Dior, de Balenciaga, de toutes ces étoffes, ces structures, tu vois,
Et donc, ça inquiétait mes parents. Donc, je me suis dit, bon, alors on va les rassurer, on va faire une école de commerce. Mais si je fais une école de commerce, je sais qu'il y a des filières autour de la mode, je sais que les grandes maisons de couture ont parfois des passerelles. Et donc, je vais faire une école de commerce pour retrouver l'univers de la mode et partir en création. J'arriverai à retrouver ce moyen en ayant rassuré tout le monde. Mais l'expérience n'a pas été très positive. J'ai trouvé que humainement, elle était dure. Et je me suis dit, bon, ben, finalement, le métier t'aurait plu, mais peut-être que l'humain aurait pas été en adéquation. Rôle, c'était quoi? Bah, là, à l'époque, j'étais plus sur des fonctions marketing, développement, commercial. Oui, donc t'es pas dans la créa. J'étais pas du tout dans la créa. T'as jamais fait en de revanche, modélisme non. ou de... Je dessine, je cherche les tissus et une de mes plus grandes amies est couturière. Oui, donc tu peux faire des modèles. Elle me réalise mes pièces. Et aussi, j'ai dessiné des bijoux et j'ai un joaillier qui m'a dessiné, qui m'a réalisé les bijoux que j'avais dessinés, mais j'en ai jamais fait mon métier. Quand j'ai vécu en Espagne pendant 2 ans, une très proche amie est créatrice de bijoux et elle m'a enseigné. Et donc j'ai fait des créations que j'ai même vendues à un moment en Italie, à Trieste, mais finalement j'ai jamais sauté le pas en me disant allez tu fais ça. C'est plutôt quand j'ai voulu changer de vie et parce que j'ai commencé ma carrière du coup dans les services à l'environnement, j'étais chez Veolia, j'étais analyste extra-financière, donc t'imagines le gros gap par rapport à l'univers de la création. Quand je décide de quitter cet environnement-là parce que je suis pas aussi passionnée que mes collègues et que je me dis mais toi aussi tu pourrais t'exprimer dans un métier où tu as ces ingrédients de la passion, finalement pose-toi la question, c'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui depuis le début ne t'a jamais lâché? Parce que c'est vrai que j'aimais la mode, mais comment dire, c'était pas là dès l'origine, tu vois. Alors ma grand-mère était une femme extrêmement délicate, extrêmement attentive à son apparence. Elle était coiffeuse chez Alexandre, donc toujours très bien mise. Et en même temps, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle réalisait les habits de ses enfants. Donc elle avait les 2 garçons et les 2 filles qui étaient habillés par elle avec des jolis tissus, c'est elle qui les réalisait, et elle avait toujours les chaussures assorties au sac et à la ceinture, si tu veux, même s'il n'en avait pas beaucoup, c'était toujours très très élégant. Donc j'ai quand même eu devant les yeux un exemple. Néanmoins, quand je décide de quitter Veolia, je me pose ces questions. Et là, c'est toujours la cuisine, le goût, les saveurs, le plaisir de la table. Et effectivement, je me dis, ben, est-ce que je pourrais travailler là-dedans? Et puis, c'est là où je rencontre des vignerons. Je m'ouvre un peu à l'univers des alcools. Au début, je me dis, les alcools, voilà, c'est l'expérience de la table. Et puis, c'est quand je rencontre des grands vignerons, Patrick Baudouin, qui est à Chaux-de-Fonds-sur-Layon, qui fait du Savennières notamment extraordinaire, que j'ai mon premier coup de cœur avec ce métier qui lie la terre et la table. Et c'est finalement le vin qui va me faire rentrer, et l'élevage, puisque c'est un éleveur qui va m'embaucher. Un éleveur-restaurateur, donc le lien effectivement à la culture, à l'animal, et puis à la table. Et c'est comme ça que je rentre dans l'univers de la cuisine. En fait. Donc tu passes de Veolia, tu fais un temps de transition, on va dire, d'1 an peut-être, où tu... Non, ça se fait assez vite en fait. J'entame cette réflexion et je me dis je vais aller voir le DRH et je vais lui expliquer qu'en fait je veux partir. Mais je me dis à ce moment-là, il y a une nouvelle forme, enfin on peut partir en accord avec l'employeur et en même temps, tu vois, on est soutenu financièrement. Alors c'est pas du chômage, mais c'est une rupture conventionnelle. Voilà, c'est le tout début de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle vient d'arriver et je me dis tiens ça me donne une chance de réfléchir à mon projet. Je vais le voir et il me dit bah écoute moi vas-y vis tes rêves. Je crois en ton projet. Et non seulement il m'accorde cette rupture conventionnelle dont on essuyait les plates, parce que je crois que j'ai été la première dans le groupe Veolia à la signer, mais en plus il me dit et tu veux que je t'aide? Et là je comprends pas trop la question, tu vois. Je me dis il faut que j'obtienne 6 mois, enfin 3 mois, donc je vais demander 6 mois. Et alors après il me dit alors vous voulez combien? Et moi, je suis très nulle en négociation, donc je dis bah 6 mois. Et puis, il me voit à moitié convaincu, il me dit « 1 an, ça vous irait ?» Et là, je comprends pas la question, en fait, tu vois. Je me dis « Comment ça, 1 an ?» Et il me dit « 1 an de salaire, ça vous irait ?» Je dis « Bah oui. » Et il me donne ça, tu vois. Il me donne ces 1 an de salaire, où il me dit « Moi, ça me plaît ce que tu me racontes et
et j'ai confiance, quoi. Et donc, je vais m'offrir un MBA, je vais investir cet argent dans un MBA que je vais faire en Australie, à Londres, à Paris, et en partenariat aussi avec Davis University en Californie. Ce sera un MBA en part-time qui va durer 2 ans sur le monde du vin. Donc là, je rentre dans le monde du vin par le prisme du business et je vais me retrouver dans une toute petite promo. Je suis la seule française, on est une douzaine. Il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'Australie, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent de Trinidad and Tobago, donc c'est très multiculturel. Et on se retrouve à être ces globetrotters du monde du vin. Et en parallèle, je trouve cet éleveur-restaurateur qui me prend dans son équipe. Et là, j'ai le terrain de l'Aubrac, je suis dans la ferme. Ah ouais, l'Aubrac en plus. L'Aubrac, voilà, cette terre merveilleuse, ce plateau lumineux, voilà, où tu as tous ces grands faiseurs. Donc un éleveur à plus forte raison, puisqu'il passe beaucoup de temps avec ses bêtes. Et Christian avait cet amour de ces animaux. Il m'a transmis aussi toute cette connaissance sur la nutrition santé, comment prendre soin de l'animal pouvait effectivement donner une bonne viande derrière et finalement nous nourrir en tant que mangeurs. J'ai eu la chance à cette époque-là de travailler sur la nutrition santé avec les équipes de Bleu Blanc Cœur, parce que Christian avait lu ce livre Tous gros de main de Pierre Veille. Et il me l'avait donné d'ailleurs à notre premier entretien. Il m'a dit tiens Lisa, dis-moi ce que t'en penses. Et j'avais trouvé ce livre fantastique. D'ailleurs quand j'en ai reparlé avec Pierre Veille, parce que maintenant je suis ambassadrice pour Bleu Blanc Cœur, il m'avait dit je pense que c'est mon meilleur livre. Voilà. Alors j'ai voulu rentrer dans ce monde-là. Alors c'était très différent de Veolia. Imagine-toi que Veolia, j'étais à la direction générale, il y avait des polytechniciens, des énarques, des HEC, enfin voilà, c'était un monde très policé, très délicat, on va dire, aussi, parfois violent. Hein, phrasé. Ouais, voilà. Et puis là, j'arrive avec les éleveurs, le restaurant était ouvert 24 heures sur 24, donc on avait l'équipe de nuit qui était un peu des baroudeurs, capables de recevoir les gitans un peu éméchés qui débarquaient, tu vois, donc... Autre monde. Mais toi, tu résonnais avec ce monde-là. Oui, en fait, je vibrais et surtout, je m'ennuyais pas. Je m'ennuyais plus, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, il se passait quelque chose. Tu alternais, tu étais en alternance Le MBA, c'était 2 semaines tous les 2 mois. D'accord. Donc, ça aussi, c'était bien parce que c'était un peu mon monde d'avant. Donc ça me rassurait un peu de l'avoir. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vois, j'étais avec des grands chercheurs, des grands professeurs, on travaillait sur des sujets de stratégie, voilà. Et en même temps, je retournais dans le concret avec cet éleveur, avec mes collègues de la brigade. Le MBA, lui, il est basé où ? Il est basé à Bordeaux. D'accord, il est basé à Bordeaux, mais tu fais un stage genre au fin fond du bush à Cairns. En fait, chaque pays, enfin chaque université qui était partenaire du programme avait sa spécificité. Par exemple, UniSA, l'University of South Australia, c'était les plus grands experts du wine marketing. Et c'est vrai que quand tu vas en Australie, tu te rends compte à quel point ils marketent bien leur vin, comment on l'accueille au domaine. Et, en France, on révèle un terroir et ensuite on espère qu'il trouve son public. C'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire d'une terre et d'un climat. On crée cette rencontre et ensuite, il faut qu'elle parle. On est comme des artistes. On crée pas pour être... C'est comme si tu étais un écrivain. Tu le rends désirable. Tu le rends désirable après, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont pas très doués pour ça. Ils savent pas en parler, tu vois. Ils le produisent, ils créent quelque chose de magnifique, mais après... C'est plus les sommeliers qui vont faire ce travail, qui sont les passeurs, qui vont découvrir le vin et savoir en parler. Mais les vignerons ne sont pas toujours très doués pour ça. Alors que tu as plein de pays du monde qui se disent « Ah bah le marché, il a envie du chardonnay, un peu boisé, donc on va chauffer les barriques de telle manière pour lui amener cette texture vanillée, faire vieillir les vins plus vite. » Alors qu'un vigneron français, la plupart du temps, il te dit « Si mon vin, il a besoin de 15 ans pour vivre, pour arriver à maturité, t'attendras en fait. » Mais dans notre travail, on devait faire des études de terrain et moi je suis partie en Alsace, je suis partie en Champagne, c'était des vignobles qui m'intéressaient beaucoup et surtout le vignoble ligérien qui a été mon préféré depuis toujours, jusque ce vin de Savenière qui est pour moi mon préféré. Pendant 2 ans, tu as vraiment une solide formation, tu es sur le terrain dans l'Aubrac. Régulièrement, donc tu as vraiment le pan entre le concept et la réalité. Et comment tu restes du coup à un moment où tu veux tout de suite toi créer ta propre... Alors à l'époque, si tu veux, c'est vrai que quand même quand je quitte Veolia, j'ai l'idée de monter mon projet.
Si un jour tu veux monter ton business, va faire tes classes dans une grande entreprise et ensuite va dans une toute petite entreprise et vois en gros ce que tu pourrais devenir et d'où tu pourrais partir et regarde ce qui réussit et en quoi ils échouent les uns et les autres. C'est là, ouais. Et donc ces deux opposés te serviront le jour où tu monteras ton propre business. Donc c'est ce que j'ai fait et suite, après, je quitte l'Aubrac, j'ai ma fille, donc la naissance d'Adèle, et après je décide de monter Clé des Vignes, où je vais faire plutôt du conseil et monter des expériences. Clé des Vignes. Voilà, ça s'appelait Clé des Vignes. On a des marqueurs personnels qu'on peut appeler dans une dégustation de vin quand on se connecte au vivant. Et plutôt que de se dire on sent la volatile, on sent l'acidité, on sent... se dire quelle est l'image qui te vient quand tu as une caractéristique du vin qui t'appelle. Est-ce que tu as une image, est-ce que tu as une couleur, est-ce que tu as une sensation à l'intérieur? Et ça va être ta manière à toi de déguster et de comprendre et de ressentir le vin. Et surtout, c'est ce qui va m'ouvrir vraiment la porte du canal de l'énergie, du ressenti de l'énergie dans les vins. Et ensuite, plus tard, je vais lier ça à l'agriculture. Donc, je vais partir en Bourgogne, me former à la biodynamie et de m'intéresser à qu'est-ce qui favorisait dans une culture, dans un élevage, cette énergie-là. Tu vois, c'est tout ça qui commence à avoir du sens, à faire lien entre elles en me disant... Très souvent dans ma vie, j'ai fait des choix un peu plus de manière intuitive en me disant ça m'intéresse, je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'intéresse et je creuse. Et puis là, ça commençait à ressembler à quelque chose. Parce que parfois, j'avais des amis qui me disaient mais toi, ça part dans tous les sens, enfin, c'est pas cohérent ton affaire, quoi. Ok, tu t'intéresses à plein de trucs, mais... Et en fait, là où vraiment tout s'éclairera, là où vraiment... tout sera limpide, c'est quand je pars au Japon, qui a une grande tradition des arts traditionnels, comme la calligraphie, l'art de l'encens, la cérémonie du thé, voilà. J'ai eu une vraie rencontre sur place avec la cuisine japonaise. J'ai été émerveillée par cette cuisine. J'aime la cuisine depuis petite, mais notre cuisine à nous, que je connais bien, j'avais fait des voyages en Inde, je m'étais intéressée à la cuisine indienne, mais le Japon, j'avais jamais vécu ça. Esthétiquement, gustativement, et puis je ressentais une énergie folle. Puis c'était beau, c'est-à-dire que même dans la plus pure simplicité, un dressage, tu vois, il y avait du volume, il y avait des détails, on posait une fleur de sakura parce que c'était le printemps, on posait une brindille, tu vois, qui avait été cherchée pour poser les baguettes. La nature s'invitait différemment, mais elle était quand même très très présente. Les frontières s'effaçaient un peu comme on peut retrouver dans leur philosophie. Voilà, tout était... tu vois, il y avait une grande attention. Après, j'ai compris que, tu vois, les chefs de cuisine t'observaient. C'est-à-dire que si tu venais avec une écharpe, ils savaient que tu étais frileux. Donc, ils allaient orienter leur cuisine pour te réchauffer. Quand même, comme avec l'Ayurveda ou des choses comme ça, des sens de l'observation du besoin, d'écouter le besoin de l'autre. Et d'aller même au-delà du besoin. Ils ont au Japon ce qu'ils appellent l'omotenashi, qui est le summum du service, c'est-à-dire quand tu anticipes le besoin de l'autre, même quand il ne l'a même pas lui-même formulé, il n'en est pas conscient. Et toi, tu es tellement dans l'écoute que tu perçois ça et que tu viens apporter avec justesse ce dont l'autre a besoin. Wow. Donc je suis complètement subjuguée par cette culture et ça ne me quittera jamais. Et qu'est-ce qui se passe dans la cuisine japonaise pour qu'il y ait cet effet, en fait? Cette énergie. Comment on construit cette énergie-là? Parce qu'il y a une subtilité qui élève. Après, je vais faire de l'art floral japonais qui va m'enseigner aussi, effectivement, quelle est la grammaire qui mène à cette pureté. Tu vois, après, quand tu fais un ikebana, normalement, c'est comme si la nature l'avait produit. Mais avant ça, il faut que tu connaisses les codes de la nature, ces lois, entre guillemets, d'association, ou même ces lois architecturales. Et c'est des styles de base que tu intègres et ensuite tu produis, une fois tu te libères de tout ce que tu sais, tu désapprends tout pour faire comme la nature, comme le vivant. Tu te mets au service en fait. Oui,
complètement. Et dans la cuisine, pareil. Et tout nous vient de la médecine traditionnelle de l'Antiquité. Alors, tu vois, pour moi, ça c'est nouveau, parce que jamais en France on m'a parlé de la médecine traditionnelle de l'Antiquité française, où tu vois, je veux dire, on est dans la médecine allopathique, nous, donc, et là, j'arrive dans un pays qui combine très bien les deux, d'ailleurs, parce qu'il y a une médecine allopathique qui fonctionne fort bien, mais il y a toujours à côté ces savoirs anciens. Et donc là, je vais chercher de la connaissance en médecine traditionnelle japonaise. Je vais lire un livre de Kaibara Eken qui a été traduit, qui est un médecin donc, japonais, qui va dire que tout vient de Chine. Très difficile pour moi d'apprendre la médecine japonaise en France. Et donc je vais plutôt me tourner vers la médecine chinoise. Et là, je contacte un homme qui s'appelle Richard Zagorski, qui travaille avec Philippe Sionneau, qui a écrit un livre, donc la diététique du Tao, et qui dispense des cours de diététique énergétique chinoise, et je vais suivre un parcours avec lui, et donc je vais me former en médecine chinoise, mais toujours plutôt dans l'univers du goût. Hein, ce qui m'intéresse, c'est les aliments, la mer, le sucré, voilà, l'astringent, et comment ça va interagir sur tes organes selon l'été, l'automne, l'hiver, ce qu'on retrouve un peu dans les éléments. Voilà, tout à fait. Et je fais ce parcours en médecine chinoise, en parallèle de mon travail sur le vin, sur l'énergétique, tout ça. Et puis, comme j'avais été en Inde, j'aimais bien la cuisine indienne. Et j'avais, lors de mes voyages en Inde, ramené des livres sur la médecine ayurvédique, que je n'avais pas forcément beaucoup exploré d'ailleurs. Je me remets dans les livres de médecine ayurvédique et je me dis, tiens, c'est intéressant, il y a quand même beaucoup de points communs. Alors, c'est pas organisé l'air, la terre, voilà. Les épices, sur quoi ça joue. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup les éléments énergétiques et les symboles. Les symboles, on retrouve les qualités, alors tu vois, des ingrédients, les natures, est-ce que ça réchauffe, est-ce que ça refroidit, est-ce que ça humidifie, est-ce que ça assèche. On retrouve aussi, en fait, c'est les natures humaines, hein, parce qu'il n'y a pas yin et yang, mais il y a les doshas, les trois doshas, les pitta, vata et les kapha. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, finalement, un yang, c'est plutôt un pitta, un kapha, c'est plutôt un yin. Et là, je cherche une formation en médecine ayurvédique pour voir, maintenant que quand même, je connais bien la médecine chinoise, ça sera beaucoup plus simple pour moi de comparer. Et là, je commence à voir des points communs. Et je me dis, bah oui, mais nous finalement, en Europe, quelles étaient nos inspirations? Donc moi, je m'étais intéressée à Saint-Hildegarde von Bingen. Et donc, je m'étais dit, tiens, mais Saint-Hildegarde, oui, ça m'a amené à la Grèce, ça m'a amené à Hippocrate. Donc à la médecine hippocratique, à la médecine humorale, qui là que aussi... ton aliment soit ta première médecine. Et voilà, exactement. Et on retrouve la même chose, on retrouve ce qu'on doit manger quand on est dans le grand âge, éviter les ingrédients trop froids. On retrouve ces profils humoraux qui... les tempéraments. Ces tempéraments, voilà. Les humeurs. Les fameuses humeurs, les fameuses hormones. Qui découlent des tempéraments. Ouais. Et là, je me dis, bah pareil, quoi. Finalement, tout ça est lié. Et la médecine perse, ça donne quoi? Et la médecine arabe médiévale, ça donne quoi? Et médecine aztèque maya, Mexique, tout ça aussi pour le monde amérindien. Et j'ai entamé 10 années de recherche comparative entre ces médecines pour voir s'il y avait des lois universelles entre elles qui nous permettraient de nous connecter au vivant. C'est vrai que juste dans cette recherche anthropologique, on va dire gustative, et du lien qu'on peut faire entre les symboles énergétiques qui déclinent les cultures, qu'elles soient ayurvédiques, taoïstes ou médiévistes. Ouais. Toi, là, aujourd'hui, intuitivement, dans des liens que tu as fait, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est que, en fait, ce qui ressort, ça va être par exemple la manière dont on va référencer les ingrédients. Donc on va comprendre qu'il y a des ingrédients qui seront... Et le lien de l'ingrédient à la saison. Et au-delà du fait qu'il y ait une saisonnalité, qu'il faut la respecter parce qu'elle va suivre les besoins du corps en fonction des saisons. C'est-à-dire que tu as froid des racines terre, enfin l'hiver des racines de la terre pour avoir plus dans les racines, des choses comme ça. Mais les pays où il n'y a pas de saison,
Où il n'y a que 2 saisons, ou la mousson par exemple. Eh bien, en fait, dès qu'il y a 2 saisons, il y a toujours il y a un moment où il y a de la dynamique, hein, il y a un moment où il y a du calme. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un terrain humide ou un terrain sec? Est-ce que c'est un terrain chaud ou un terrain froid? En fait, à chaque fois que l'homme évolue dans un univers qui ne lui serait pas hostile, parce que s'il n'y a rien qui pousse, si tu veux, la question c'est qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien en fait, à un moment la nature va donner et puis elle va reprendre, elle va se reposer. Oui, et peut-être que nous on est comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces temps de diète, de friche, de stagnation un peu. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de... Alors, je dis souvent l'état de flow et l'état de chill, tu vois, c'est ces 2 oppositions, le yin, le yang. Communion-action. Voilà. Et dans tout, dans notre vie au travail aussi. Si tu veux, aujourd'hui, on a pour travailler sur les sujets de santé mentale au travail et de en fait, on est toujours dans l'action, on enchaîne les réunions. Je le vois avec mes clients, tu vois. J'ai parfois des clients qui me disent, bon, attends, moi j'ai un créneau d'1 heure et puis ensuite j'ai une autre visio et puis ils enchaînent les visios. Et en fait, ça s'arrête jamais, en fait. Il y a toujours ça dans le vivant, un moment où on a cette jachère. Alors nous, on pense qu'effectivement, notre seule jachère, ce serait le sommeil, et on voit à quel point il est perturbé, parce que non, c'est pas ça. C'est dans la journée, il faut avoir ces moments de pause. Mais même dans la cuisine, c'est-à-dire que si tu fais un plat qui est démonstratif, avec plein de couleurs, avec plein de saveurs, où il n'y a aucun élément fade, tu vois, et ben là, en fait, tu disperses ton esprit. Mais ce que les médecines de l'Antiquité avaient tout en commun aussi, j'en parlais tout à l'heure, quand je parlais des doshas, des natures yin-yang ou des profils humoraux, des tempéraments, c'est qu'en fait, les hommes ne réagissent pas tous de la même manière et n'ont pas tous le même rythme. Aujourd'hui, on parle des chronotypes. Chronotype de l'ours, du lion, chronotype du loup, chronotype du dauphin. C'est finalement la version moderne de ce que disaient nos ancêtres. C'est de dire que il y en a qui seront du matin, il y en a qui seront du soir. Un peu comme celui qui parlait des groupes sanguin? Oui, effectivement. Certains disent qu'il pourrait y avoir un lien avec ça. C'est que je sais pas, je me souviens, les hauts plus devaient absolument manger de la viande. Je sais plus ce que c'était. Je sais qu'à l'époque, j'étais végétarienne et c'était complètement contre... Moi, j'ai pas, pour être honnête, j'ai pas du tout exploré ce terrain-là, mais je sais qu'effectivement, il pourrait y avoir un lien. Je m'intéresse beaucoup plus aux chronotypes qui sont liés à aussi notre rythme. Nos ancêtres nous racontaient ça et nous, on a complètement... on s'est fermé les yeux par rapport à ce sujet et je pense que c'est ce qui cause aussi des troubles dans notre société. Donc toi, ce que tu as observé en tout cas après toutes tes recherches et ton expertise de ces différents rapports entre, on va dire, alimentation, santé et culture ancestrale, de bon sens, on peut dire, parce que c'est vrai que peut-être on avait moins de produits transformés, on avait moins peut-être la conservation, donc effectivement il y avait aussi un pragmatisme de faire avec ce qu'on avait. Oui. On utilisait peut-être plus, je sais pas, les plantes sauvages ou les remèdes. Les remèdes, Aujourd'hui, ta transmission, le point d'entrée de ta transmission, il est d'éveiller, il est de proposer des savoirs, il est de simplifier une connaissance qui demande des années universitaires. C'est quoi ton intention profonde? Et effectivement, de simplifier. Moi, j'ai simplifié ça en 5 étapes. Je dis qu'en fait, à travers toutes ces médecines, on se rend compte qu'il y avait 5 étapes clés qu'il fallait connaître avec effectivement l'art de chercher son produit. Cette énergie vitale qui nous anime, le vivant en est imprégné. Mais encore une fois, il faut aller chercher l'énergie optimale. Pour ça, il faut aller chercher l'univers sauvage, il faut aller chercher une plante qui a dialogué avec celles qui vivent alentour, avec le monde animal aussi, avec un sol, avec un monde souterrain et aérien. Donc tu conseilles aux gens d'aller aux champignons en septembre. Exactement, mais aussi de choisir quand ils font leur marché plutôt des produits biologiques, s'ils ont accès à la biodynamie, voilà. Et bien sûr de saison parce que on sait qu'un ingrédient amer, par exemple une asperge qui arrive au printemps, elle a effectivement cette amertume qui va nous aider à accélérer notre détox, à purger, voilà. Et au contraire, un champignon doper notre immunité par rapport à toutes ces attaques extérieures qu'on va pouvoir subir par rapport à un changement de climat ou à l'automne, pardon. Donc c'est aussi, tu parlais tout à l'heure de conservation, c'est-à-dire que effectivement la fermentation a été longtemps utilisée par l'homme pour
quelque part conserver ses produits et puis on sait que c'est une aide digestive. Donc effectivement, amener de la fermentation dans sa cuisine, etc. Et tous les peuples ont finalement une manière de fermenter. Je parlais d'Abidjan tout à l'heure, eux ils ont l'atiké en Côte d'Ivoire, qui est donc le manioc, semoule de manioc fermenté, qui est très utile en digestion. Tu vas avoir le miso, le tempeh pour l'Asie, nous effectivement les des dosa, produits lacto-fermentés, exactement. Mais même la soca niçoise en fait avec la farine de pois chiche, comme le dosa, était en fait une farine qui était fermentée à l'origine. Donc il faut que nous aussi, la soca, ce qui n'est plus le cas parce que maintenant c'est plus... oui, puis qui mélange une céréale et une légumineuse pour faire une protéine végétale. Donc il y avait toujours ces plats qu'on retrouve au travers du monde qui mélangent ces deux ingrédients qui sont la protéine végétale dont on a besoin quand il n'y a pas de viande autour, par exemple. Tout à fait, pour avoir tous les acides aminés. Ça, c'est l'étape de l'association, c'est-à-dire cet art de à la fois combiner les ingrédients entre eux pour les rendre plus digestes, pour donner une satiété durable, pour amener une énergie durable dans la journée, pour ne pas grignoter, parce que c'est vrai que quand on était dans un mode de vie, un paysan, voilà, il mangeait, il faisait sa pause déjeuner et ensuite il allait travailler, il n'était pas en train de se prendre un paquet de bonbons dans son tiroir. Enfin, je veux dire, voilà. Nous, on grignote, mais ça nous fatigue, ça nous fait du mal. Donc, c'est aussi comment je séquence mes repas, mais c'est aussi comment je transforme ma matière, c'est-à-dire que quand je rencontre une catégorie de légumes comme les racines, les feuilles, les fleurs, eh bien, il y a une manière de les travailler, il y a une manière de les découper, il y a une manière de les assaisonner, il y a une manière de les utiliser dans leur entièreté, c'est-à-dire ne rien gaspiller. Quand le poireau a des radicelles, c'est intéressant de savoir ce qu'on va faire des radicelles ou du verre de poireau. C'est pas uniquement pour le donner aux ânes ou aux biquettes qui sont dans la ferme. Oui, ou les fans. Aussi, voilà, ou les fans, quand on sait qu'effectivement, il y a plus de nutriments dans les fans de betterave que dans la betterave, on se dit que c'est quand même dommage de jeter les fans. Donc il y a tout ce travail-là. Et puis aussi, ils avaient quand même tous un art de manger, c'est-à-dire, et le mangeur dans tout ça, le cuisinier ne fait pas tout. C'est-à-dire que toi, tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité dans ta santé, tu es le premier acteur de ta santé, et même quand tu es malade. Tu vois, ce discours, il m'accompagne aussi aujourd'hui quand je forme des chefs qui sont en établissement de soins, ou quand, je l'espère, prochainement, on a le rendu d'un appel d'offres que je fais avec un de mes clients pour une entreprise qui possède plusieurs cliniques, où on veut leur montrer que l'alimentation, comme un soin, eh bien, elle peut s'inscrire dans le parcours patient, elle peut aider le patient sur place, mais aussi plus tard, c'est-à-dire l'éduquer pour éviter les rechutes. Tu vois, en oncologie, on s'en rend compte, les gens rentrent chez eux, parfois, quand ça va mieux, ils reprennent leurs anciennes habitudes, alors qu'on sait que l'hygiène de vie et les habitudes alimentaires sont pour beaucoup dans l'apparition des maladies métaboliques. C'est très dur de faire changer quelqu'un qui est déjà en état de faiblesse, parce que quelque part, il se repère avec la comfort food, hein, ce qu'on appelle la comfort food, l'alimentation un peu doudou. Oui, mais tu peux trouver des doudous dans des choses qui sont plus naturelles et plus saines. Et encore une fois, ce qui m'a plu dans ces médecines-là, c'est qu'il n'y avait pas d'interdit. Et donc tout ce parcours de rencontres, beaucoup de rencontres quand même qui t'emmènent vers cette ouverture. Des belles rencontres, beaucoup de chance. Je ne sais pas si tu as de la chance, en tous les cas, tu as eu certaines fées ou une grand-mère qui s'est penchée sur ton berceau et qui t'a laissé des empreintes, en tout cas de loyauté inconsciente ou consciente, qui jaillissent comme ça sporadiquement au long de ta vie. Aujourd'hui, quel est ton univers et comment ça se passe, cette transmission ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai créé un dojo, j'appelle ça le dojo entre guillemets, en référence aux arts traditionnels japonais, qui est un lieu de pratique et de transmission. C'est là où je fais ma recherche et développement, c'est là où je vais créer les plats qu'on me commande pour l'enfant fatigué, le déclin cognitif chez le senior, les maladies cardiovasculaires, la diabétologie, tout ça. Je crée des plats. Des plats approprié à la pathologie de la personne. Exactement. Et donc, tu crées un programme alimentaire, et tu leur enseignes comment cuisiner. Exactement. Et après, j'accueille les chefs pour leur transmettre les gestes. Et en même temps, je les accueille aussi pour leur transmettre toutes mes connaissances en cuisine de l'énergie, en leur montrant aussi à quel point
leur pratique mais aussi leur posture est importante. Tu vois, on parlait tout à l'heure du fait qu'un éleveur... L'état d'esprit. Et voilà, l'état d'esprit. Si tu cuisines avec amour, si tu es fier de ton travail, si tu te rends compte à quel point il a une incidence sur la vie de la personne, eh bien, tu n'es pas dans la même énergie. C'est pas la mécanique, c'est pas mécanique. Non, pas du tout. Et ça, c'est un des métiers qui échappera à l'intelligence artificielle, entre guillemets, parce que ce flux énergétique-là, humain, vibrant, jamais la machine, jamais l'intelligence, jamais la programmation pourra la remplacer. Donc, on est vraiment sur des métiers qui ne disparaîtront jamais et qui peuvent vraiment faire du bien à l'autre. Donc voilà, tu vois, je leur donne toujours cet exemple. Dans la hiérarchie du temple zen au Japon, le Tenzo, le moine cuisinier, est le numéro 2 dans la hiérarchie du temple. Derrière le grand maître spirituel et pour aller vers l'éveil, pour atteindre cet état d'éveil, il faut être aussi en lien avec le vivant et c'est le chef, le moine cuisinier qui va te permettre cette expérience-là. On m'a dit aussi que dans le palais impérial à Tokyo, c'était pareil, que le chef cuisinier ou le cuisinier de l'empereur avait aussi un rôle hyper important, hyper stratégique, et que même dans les sous-marins de la marine nationale, le cuisinier arrivait aussi en numéro 2. Donc je leur dis, bah voilà, quand vous êtes dans un établissement scolaire, c'est vrai que c'est le chef d'établissement qui arrive en premier, mais en fait vous, même si c'est pas encore acté par l'éducation nationale, mais en fait vous êtes capable de donner l'énergie, la concentration, la capacité de mémorisation, l'état d'esprit d'être ensemble à toute la population des enfants à l'école. Même chose pour le chef qui intervient en entreprise, pour l'adulte au travail, la réunion qui viendra derrière, mais aussi la fin de journée un peu difficile, enfin voilà, qui aura une incidence sur le niveau de stress. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire passer à travers la cuisine. Et aussi... tu vois, tout à l'heure, tu me demandais quelles sont les choses que tu as retenues de toutes ces médecines de l'Antiquité. Il y a effectivement l'appel du sauvage, il y a tout ça. Il y a aussi le fait qu'il faut chercher une certaine monotonie dans notre manière d'être. Il ne faut pas aller chercher l'exceptionnel tout le temps. Tu vois, une forme d'ascétisme. Voilà. Et c'est pas quelque chose, c'est une sorte de sobriété, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. C'est ça, c'est de se dire que finalement... Il n'y a pas besoin de... Tout ce que tu cherches, tu le trouveras dans ce que tu as déjà. C'est cette manière de prendre des ingrédients de saison et de dire, pour le moment, j'ai que ça. Et l'hiver, c'est peut-être un peu plus austère. Mais en fait, je peux faire plein de choses avec un radis blanc. Je peux faire plein de choses avec une carotte. Je peux la sécher, je peux la mariner, je peux la fermenter. La contrainte créatif aussi. Voilà. Ouais, et les chefs, de leur dire, voilà, ouvrez-vous à ça. Voilà, plus on va te contraindre et plus tu vas pouvoir finalement t'exprimer, alors que beaucoup dans la cuisine maintenant, c'est aller chercher le produit rare, tu vois, le produit exceptionnel et la nouvelle technique, l'émulsion, le machin, et tout ça, ça disperse. Alors qu'en fait, dans la simplicité, on a les plus beaux messages de la nature. Où est-ce que tu te fournis du coup en ingrédients t'as du coup sourcé, j'imagine, des fournisseurs Oui, alors pour mes ateliers, je fais le marché en fait. Je fais le marché, voilà. Côté de chez toi, tranquille, à côté de chez et tu as moi. tes fournisseurs qui Exactement. sont locaux, oui. raisonnés, autour de Paris. Tout à fait. D'accord. Alors certains vont être certifiés bio, d'autres pas, mais je sais qu'ils travaillent... avec une éthique. Ils travaillent avec une éthique, enfin même ils sont bio, mais ils ne sont pas labellisés. En fait, c'est plutôt ça arrive alors, aussi, ça. je défends la filière bio et je fais partie du collectif de chefs Cuisinons Plus Bio parce que je milite pour que on respecte la loi Egalim et qu'on mette de plus en plus de bio dans les cantines scolaires et tout, parce que la cantine, elle va plus difficilement, sauf si elle est à Montsartou, tu vois, elle a son petit jardin autour et elle va aller chercher son producteur, mais c'est vrai qu'à une échelle d'une cuisine centrale, aller chercher un petit producteur, c'est pas réaliste en fait, parce que ça coûte cher, ils sont en recherche de franco de porc, donc vaut mieux avoir une filière bio structurée, des agriculteurs voilà, qui ont besoin de ça aussi, qui ont besoin d'être soutenus, tu vois. Mais moi, à mon échelle, si je sais que tel fermier, il n'est pas labellisé parce qu'il ne veut pas payer le label, mais parce que financièrement, il ne s'en sort pas, en fait, déjà. Il faut voir la réalité du terrain. Et bien, je prends chez lui parce que je le connais, parce que je lui fais confiance, parce que je sais qu'il aime ses produits autant que moi, j'aime ma cuisine, tu vois. Le ministère de la Santé, aujourd'hui, il est
de ton point de vue, plus sensible à ces questions ou tu es en contact avec Non, je ne suis pas en contact avec eux. Du tout. Tu vois, c'est marrant parce que je travaille sur un projet en Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé ivoirien, et je suis presque plus en lien avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire que en France. Mais, quand tu vas dans les écoles ou oui. si tu formes des cantinières ou des chefs d'établissement, j'imagine qu'il y a quand même une volonté du service public d'améliorer, j'ai vu le bio dans les cantines, Oui. ou une journée végétarienne, ou de sensibiliser au sans gluten pour des gens qui sont de plus en plus sensibles par rapport à des générations élevées patates fromage. Oui, alors tu vois, étrangement pour le moment ça s'est pas fait et pourtant je dirais le politique est quelque chose qui a fait partie de ma vie très tôt parce que j'ai été élue en fait à 20 ans, élue locale pendant 13 ans dans ma ville de Marly-le-Roi, j'étais à la culture. Occupée plus du spectacle vivant que de l'écologie, mais à l'époque j'avais déjà formalisé avec le maire cette idée d'avoir des jardins partagés dans la ville, de travailler sur une autre écologie, et de voir comment est-ce qu'on pouvait éduquer les enfants au goût, ce genre de choses. Mais en fait, quand j'ai d'ailleurs au tout début de mon aventure, il y avait un collectif de chefs qui s'appelait les Toqués du local. À chaque réunion, ils étaient de moins en moins nombreux, ils n'étaient pas super soutenus, il y avait énormément de discours sur le bio et tout ça, mais en fait concrètement, les hommes qui faisaient n'étaient pas soutenus. Et je me suis dit, en fait, tu n'auras pas d'impact si tu restes avec eux parce que les pauvres, ils ne sont pas aidés. Quels sont ceux qui peuvent vraiment agir et qui peuvent vraiment s'en donner les moyens? Et là, je me suis tout de suite tournée vers les entreprises et donc vers mon plus gros client aujourd'hui qui est l'entreprise Elior, qui appartient à un homme, une famille, la famille de Richebourg, qui eux, quand ils décident quelque chose, ont tous les moyens d'agir. Donc tu as trouvé tout cas un partenaire qui lui est dans ton éthique et qui sponsorise quelque part ta démarche. Et qui va gagner des marchés sur le terrain de la santé, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, gagner un groupe de cliniques et eux, soutenus par nous, notre programme, entre guillemets, c'est comme ça que je pense qu'on va changer les choses. Et j'espère qu'un jour, l'État se rendra compte du travail qu'on fait. J'espère qu'un jour, il soutiendra ces initiatives. Mais pour agir et pour avoir un impact, parce qu'il y a quand même urgence aujourd'hui, je me dis que c'est l'entreprise qui permettra ce changement. Moi, je crois davantage à eux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'élection. Donc ils vont pas, on change pas de banc, on change la donne et on fait un nouveau projet parce qu'il faut qu'on marque sa carrière plus qu'un projet collectif. 6 mois à l'Assemblée nationale et j'ai vu comment des personnes pouvaient abandonner des projets pour des destins personnels alors que c'est des projets qui avaient du sens et ça m'a beaucoup blessée. En fait, ça m'a j'ai pas aimé ce que j'ai vu quoi, si tu veux. Et je me suis dit c'est l'entreprise qui pourra vraiment avoir un impact sur l'humain. En tout cas, tu n'as pas abandonné la petite fille qui est sur le canapé. Non. Si tu la regardes là dans les yeux, tu retrouves cet univers de cette enfance très nourrie par un environnement sensoriel, oui. gustatif, festif, d'accueil, de transmission. Si tu la regardes là dans les yeux, est-ce qu'elle est fière de ce que tu as fait de toi? Je pense que oui. J'aime bien ta question. Est-ce que tu es fière de ce qu'on est devenu, quoi? Toutes les deux. Comment tu la sens aujourd'hui? Elle est où en toi? Tu la sens? Oui, je la sens souvent. Ouais. Je la sens souvent. Ouais. Comment elle se manifeste? Elle a toujours les mêmes émotions, les mêmes coups de cœur, les mêmes coups de gueule. Elle est bien vivante. Elle est vive, c'est ce que disait ma grand-mère. Elle disait t'es une petite fille vive. Elle m'appelait le sirop de la rue. Donc toujours dehors. Le sirop de la rue. Le sirop de la rue. Je me suis dit qu'un jour j'allais écrire un livre qui s'appellerait Le sirop de la rue parce que c'est comme ça qu'elle m'appelait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton livre. Oui. On en parle 2 minutes avant de se quitter. Voilà, on peut. Oui. Donc ce livre, c'est la synthèse de mes 10 années de recherche et puis aussi de mes rencontres avec les chefs. Parce que ma plus belle aventure, c'est eux. C'est de les accueillir, c'est d'écouter leur histoire, c'est quand ils me racontent leurs souvenirs d'enfance que tu vas retrouver là, ou leurs anecdotes. Ils viennent dans ton atelier et tu leur donnes des cours qui durent... Une journée. Une journée.
Ouais, ça pouvait durer 2 jours aussi. Parfois, je me déplace sur place quand la brigade est entière et que c'est le cas dans le travail que je fais avec le groupe Accor ou pour l'expérience de puriste, j'étais à Trouville auprès des pâtissiers, des cuisiniers et des barman, tu vois, pour travailler sur leurs cartes et les éveiller à cette cuisine du vivant. Mais effectivement, c'est toujours un échange, c'est-à-dire que moi j'aime bien, en plus ils sont nombreux, ils viennent d'univers différents, ils ont des parcours, ils ont, comme ils me disent même dans la restauration collective, notre vie d'avant, quand ils avaient leur restaurant pour certains, ou quand ils travaillaient dans la restauration avec des chefs étoilés pour d'autres, et que finalement ils sont maintenant au service du collectif, puisque... voilà, le groupe Elior, c'est 1 million de repas par jour. Donc imagine-toi quel impact tu peux avoir quand tu achètes autant, tu vois, auprès du monde paysan, notamment. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, si je peux résumer ce qui m'anime, c'est de les retrouver, c'est de créer des plats, toujours avec voilà, en me disant, l'enfant à l'école, comment est-ce qu'il va vivre cette expérience, la personne sur son lit d'hôpital, comment on peut lui amener tous ensemble de la joie. Je travaille aussi beaucoup avec les diététiciennes, tu sais, qui sont essentielles pour la petite enfance, les seniors et l'hôpital. Voilà, qui veillent aux équilibres. Là, bientôt, je vais former des diététiciennes à notamment cette chrononutrition. Et aussi, ce que j'aime faire, c'est leur poser des questions sur eux, comment ils se sentent dans leur corps. C'est-à-dire qu'ils cuisinent pour les autres, mais lui, comment le chef, il prend soin de lui. Tu vois, aussi, par rapport à un rythme de travail qui est parfois difficile, avec beaucoup de stress. Comment tu leur transmets ça ? Eh bien, dans mes formations, j'ai toujours un moment où on parle d'eux, où je leur pose des questions sur eux-mêmes, je leur fais faire des petits questionnaires. En partage. En partage, oui. Après, s'ils veulent pas partager, ils sont bien sûr pas obligés de le faire, parce que on est dans le registre de l'intime, mais ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent, parfois il y a des émotions qui sortent, tu vois. On me dit, les chefs, ils sont durs, voilà, ils ont du gros caractère et tout. Mais non, c'est pas vrai, en fait. C'est souvent des êtres très sensibles, hein. Ils ont choisi ce métier parce que c'était un métier d'amour de l'autre, hein. Encore une fois, on prolonge la vie à travers l'acte de nourrir, oui. Et du plaisir, bien sûr. Faut prendre soin de soi pour aimer l'autre. Il faut s'aimer soi-même et se respecter. Donc j'aime, tu vois, leur transmettre ce moment pour eux. Ouais. En fait. Et toi, comment tu prends soin de toi ? Tu as des petits rituels ? Oui. Alors oui, moi j'essaye. Déjà le matin, j'ai ma petite routine yoga, éveil, reiki avec mes préceptes. Tu vois. Ta ligne que je me répète, voilà. Je bouge beaucoup, je suis cycliste, donc je fais tout à vélo, tu vois, donc quand je vais chercher mes produits, c'est très local et je fais mon tour à vélo, voilà. Sinon, je fais du chant lyrique. Donc ça, c'est l'énergie de la voix, c'est l'énergie du son. Très bien. Et donc ça, c'est ma pratique. La dégustation intuitive de vin que je poursuis. Tu continues. Avec Franck et Norico, voilà. Mes voyages en Bourgogne avec Dominique, auprès des sources sacrées. Voilà, ça c'est ce qui vient enrichir... C'est un voyage spirituel, oui. que tu as créé pour ta vie avec toute cette sensibilité que tu as, cette transmission que tu as, ces rencontres. Voilà. Quel serait ton plus profond désir aujourd'hui ? Ce serait que on puisse... ce serait que, tu vois, tout ce travail que je fais avec les chefs puisse se retrouver davantage dans les écoles, davantage dans les EHPAD, davantage dans les hôpitaux. C'est qu'on soit soutenu, tu vois. Ça ressemblerait à quoi d'être soutenu plus ? Tu parlais tout à l'heure de notre État français, voilà, qui parfois met des freins à ce rayonnement de l'énergie, si tu veux. Je voudrais qu'on soutienne davantage les filières des agriculteurs bio, qu'on soit plus attentif au bien-être des populations qui nous nourrissent, que les suicides cessent, tu vois, dans le monde paysan. Ça, c'est mes rêves, tu vois, qu'on respecte davantage nos sols, qu'on interdise vraiment les intrants dangereux, qu'on soit plus attentif à la santé des enfants quand ils
quand ils évoluent dans des zones agricoles où on pollue, tu vois, les cultures, et on sait les conséquences que ça a, mais on ne le dit pas parce qu'il y a des intérêts financiers, des lobbying, tu vois. Je voudrais qu'on s'ouvre plus les uns aux autres, qu'on apprenne à se connaître, tu vois. Voilà, j'aimerais qu'on discute davantage. Oui, qu'on sorte des projections, des jugements et qu'on arrive à mutualiser finalement ce respect. Voilà. Et que l'intention soit vraiment de respecter le vivant où qu'il soit. Et quand la vie devient morbide, se dire on ne va pas dans la bonne direction. Que toute discussion, que tout échange, que toute conversation est un chemin d'ouverture. Tu vois, même dans l'agriculture, on s'est rendu compte que plus l'homme intervenait, moins les espèces communiquaient entre elles. Or, des espèces qui communiquent entre elles, c'est des espèces qui se soutiennent par rapport aux nuisibles. Il y a des plantes qui, quand elles sont ensemble, rejettent en fait les nuisibles. Mais si on les dissocie, si on leur permet pas de communiquer, eh bien on va devoir, nous, en tant qu'hommes, interagir contre les nuisibles. Et on vient appauvrir la conversation et le vivant. Et au même titre, à l'image du peuple, c'est exactement la même chose qui se produit. À partir du moment où on ne se parle plus, à partir du moment où on projette qui est l'autre, sans avoir cet échange, eh bien on s'appauvrit, on reste chacun dans son petit carcan, et c'est ce qui abîme notre humanité même, tu vois. Donc j'ai envie de dire, finalement, comment est-ce qu'on pourrait retrouver du lien tous ensemble? Et la cuisine est un exemple, mais elle est à l'image du reste. Oui, c'est-à-dire que la façon dont toi, en tout cas, tu as trouvé ton chemin d'expression de ce qui te touche et de ce qui t'habite et ce qui t'a nourri par tous les sens du terme, et cette quête, la façon dont tu as de le transmettre, quelque part, tu voudrais avoir plus que ça soit plus large, quoi. Oui. Mais j'ai envie de regarder le verre plein pour sûr. reparler de vin. Oui, complètement. et de saveur et de senteur. Tu vois une évolution quand même Oui, je vois une évolution. Grâce à mes clients qui prennent les risques, tu vois, de m'aider à porter ce message, déjà. De se dire, eh bien, on peut choisir la liberté plutôt que la sécurité. Parce que quand à l'hôpital, on fait le choix d'une cuisine faite maison, faite sur place, bien sûr qu'on vient inviter le risque sanitaire. Parce que faire entrer une carotte avec de la terre, c'est pas une carotte, tu vois, qui était sous atmosphère, aseptisée. Et donc mais en même temps, on amène la vie. Et la vie, on en a besoin pour se défendre, en fait. Donc le médecin qui dit, bah non, moi je veux zéro risque, je préfère avoir un truc qui vient de l'agroalimentaire parce que moi je vais amener des médicaments et je veux pas de risque dans mon établissement. Et ben quelque part, il donne pas sa place à la vie, et avoir des médecins qui donnent, si tu veux, leur chance à l'ingrédient vivant et à tous ceux qui y concourent, c'est-à-dire tout le monde qui est en amont, encore une fois, le monde agricole, voilà, et bien ces gens-là, j'ai envie bah voilà, qu'ils se rassemblent, qu'ils augmentent, qu'ils fassent des petits, qu'ils soient plus nombreux, qu'ils se fassent entendre. Qu'ils se fassent entendre. En tout cas, tu as quand même un public réceptif, de plus en plus, ça tourne, tu arrives à faire passer le message. Hein, ça se... Du mieux que je peux. On peut avoir une note d'espoir pour terminer notre entretien. Oui, complètement. Bah, écoute, si tu veux, l'accueil du livre a été très favorable dans la presse. Ça m'a fait énormément de bien de voir que les journalistes l'avaient apprécié, qu'elles m'ont dit, bah, moi j'ai mis ça en place aussi dans ma routine. Enfin voilà, qu'il y a un accueil favorable sur le terrain, que les chefs que je reçois, ils repartent tous tellement, tu vois, réjouis, enthousiastes, de se rendre compte à quel point ils sont essentiels, à quel point ils ont la main sur la santé de leurs mangeurs, de leurs convives. Donc oui, moi je suis optimiste, et tous les matins je me lève avec cette énergie de vouloir poursuivre ce chemin que je me suis tracé, que la petite fille s'est tracée au hasard de ses rencontres, au hasard de son parcours, et qui aujourd'hui fait sens. Merci Émilie, c'était un bonheur de t'écouter. Merci à toi Emmanuel, merci d'être venue. Merci beaucoup. À l'heure d'une mobilisation citoyenne contre une loi qui altère encore la Terre, cet épisode nous encourage plus que jamais à donner sa chance aux vivants, à porter attention à nos habitudes alimentaires. Alors n'attendez pas que votre organisme déraille pour cultiver une meilleure énergie. Je ne peux que vous recommander le livre d'Émilie, L'énergie, ça se cuisine, aux éditions du Cherche Midi. Je vous rappelle le nom de son dojo, Wayo, pour vous former
et aussi faire appel à ses talents. Nouvel épisode de Sensoscopie le 10 août avec une grande voix et d'ici là, restez sensibles.